Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse un peu spéciale, un peu exceptionnelle, évidemment, en ces temps de pandémie. On a quelques invités, quelques témoignages qui vont vous être apportés sur un sujet qui est vraiment très important en ce moment et qui est très, très urgent. On a un sentiment d'urgence et c'est pour ça qu'on fait ce point de presse-là aujourd'hui. Et par la suite, après les témoignages, évidemment, il y aura une période de questions pour vous, les journalistes, pour les médias. Et je tiens à dire d'emblée que en ces temps de pandémie, le NPD, on a beaucoup travaillé et négocié avec le gouvernement pour être capable soit d'avoir de nouveaux programmes, par exemple les journées de maladie, ou alors pour bonifier puis améliorer certains programmes qui étaient mis de l'avant par le gouvernement, notamment la prestation canadienne d'urgence. Mais à chaque fois, il faut travailler pour corriger les défauts, parce que dans l'administration publique, on dirait des fois qu'il oublie certaines parties de la population. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas celui de la conférence de presse d'aujourd'hui, mais qui nous est arrivé à notre bureau. Les gens qui reçoivent des prestations parce qu'ils sont des accidentés du travail n'ont plus accès à la prestation de relance économique, la PCRE. Et c'est assez étrange que ces gens-là, parce qu'ils reçoivent un chèque, parce qu'ils ont déjà été victimes d'un accident de travail, ne puissent pas avoir accès à cette prestation-là, et on travaille sur ce dossier-là. Mais aujourd'hui, on veut parler du dossier de gens qui ont reçu une lettre de l'Agence du revenu du Canada pour demander un remboursement alors qu'ils pensaient de bon droit avoir accès à la PCU. Et c'est une chicane administrative, bureaucratique sur le revenu brut et le revenu net qui fait en sorte que ces gens-là ne seraient pas admissibles à la PCU et devraient rembourser maintenant des milliers de dollars. Et ça touche beaucoup des artistes et des gens, des travailleurs autonomes qui pensaient de bonne foi avoir accès aux prestations. Et parce qu'ils ont considéré leur revenu brut et non pas leur revenu net, le revenu net étant plus bas parce qu'il y a certaines dépenses qui peuvent être considérées comme des dépenses admissibles pour réduire le montant sur lequel vous allez payer d'impôts, tomber en dessous de 5 000 $ par année. Et une fois que tu es en dessous de 5 000 $ par année, tu es considéré comme pas disponible à l'emploi. C'est un peu... Ça aussi, on pourrait se poser des questions là-dessus. Comment ça se fait que quand tu gagnes moins de 5 000 $ par année, tu n'es pas considéré comme disponible pour travailler, alors qu'il me semble que logiquement, ça serait l'inverse. Tu es plutôt très disponible à travailler si tu n'as pas 5 000 $ de revenus par année. Et à cause de cette différence-là administrative puis bureaucratique entre le revenu brut et le revenu net, beaucoup de gens ont reçu des lettres et demandes qui sont fait dire que vous devez rembourser la prestation que vous avez obtenue d'ici le 31 décembre. Et nous, au NPD, on s'insurge contre ça et on pense que c'est tout à fait discriminatoire, que c'est tout à fait méprisant envers des gens qui ont des faibles revenus et surtout une certaine catégorie de travailleurs et de travailleuses, souvent des travailleuses autonomes ou des pigistes. Alors, c'est de ça dont on veut vous parler aujourd'hui et on espère être capable de régler le problème dans les prochaines semaines pour que ces gens-là ne soient pas pénalisés. On a déjà des communications avec la ministre Qualtrough et on espère être capable de faire avancer ce dossier-là. Mais il y a des gens qui vont vous en parler de manière beaucoup plus personnelle et beaucoup plus pertinente que moi. On a des gens qui sont des invités aujourd'hui, des témoins de cette situation-là complètement injuste. Mais avant de leur donner la parole, je vais donner la parole à mon chef, au chef du NPD, Jagmeet Singh. Jagmeet, à toi la parole. Merci beaucoup, Alexandre, mon chef adjoint. Et oui, c'est exactement ça. Je veux souligner, c'est quoi notre demande spécifique? On demande au gouvernement libéral, on demande à Justin Trudeau de régler ce problème. Il a le pouvoir de régler ça tout de suite. Donc, notre demande, c'est ça, que le gouvernement libéral, que Justin Trudeau, tout de suite, arrête de faire forcer les travailleurs autonomes de rembourser la PCU. Arrêtez ça tout de suite et arrêtez aussi de forcer les jeunes de rembourser la PCU. Arrêtez de faire ça tout de suite et faire payer ou forcer les grandes entreprises qui ont reçu $1 milliard d'argent public, $1 milliard d'argent public
Et après ça, ils ont donné 5 milliards de dollars aux actionnaires. Ça veut dire qu'ils étaient profitables. Ils ont gagné des profits. Donc, c'est eux, ces entreprises, ces grandes entreprises qui doivent rembourser, pas les travailleurs autonomes, pas les artistes, pas les jeunes. Donc, ça, c'est notre demande d'arrêter ça tout de suite. Et on a des gens qui vont partager des histoires particulières, spécifiques, personnelles, qui étaient touchés ou connaissent les gens qui étaient touchés ou connaissent le secteur qui était touché. Donc, je suis très fier de présenter quelques-uns de ces militants, des gens qui comprennent cet enjeu tellement. Donc, premièrement, je veux présenter Hugo Latulippe, un cinéaste, comme vous savez, un militant écologiste et ancien candidat du NPD. Donc, je passe la parole à Hugo. Merci, Hugo. Merci beaucoup, Jagmeet. Merci, Alexandre. Merci à l'organisation du NPD d'organiser ça aujourd'hui, de se montrer solidaire du milieu culturel et des artistes. Aujourd'hui, en fait, moi, j'ai pris connaissance là, des témoignages de Simon Pagé puis de Valérie Saunier qui vont parler un peu plus tard. Moi, je vais vous parler de manière un peu plus générale, peut-être, de ce qui se passe dans le milieu de la culture et des arts au Québec. Ce que je vois autour de moi, c'est évidemment, puis bon, on ne surprendra personne, beaucoup de fragilité financière. La plupart des gens dans tous les secteurs, sauf exception, sauf peut-être en télévision, là où il y a eu une possibilité de tourner cet été, cet automne, une fenêtre qui s'est ouverte. Mais autrement, les artistes retiennent leur souffle. On attend évidemment que cette pandémie s'achève. Ça a été une année difficile pour tout le monde. Je peux imaginer que beaucoup de gens dans nos secteurs d'activité, en théâtre, en musique, en danse, en tous les secteurs culturels, en cinéma évidemment, quand ils ont vu cette nouvelle apparaître d'une subtilité dans la bureaucratie gouvernementale qui ferait qu'on serait plus admissible ou qu'on devrait rembourser une part de la PCU juste avant Noël, je veux dire, c'est catastrophique, là. Comme je dis, on retient tout notre souffle, on a le moral à bout, mais on sait que l'horizon est là, on sait que le vaccin s'en vient. Donc, j'ose espérer que le gouvernement libéral va avoir une sensibilité pour tous ces gens-là. Comme on a une sensibilité, hein, quand on dit, on a tendance à beaucoup mettre de l'avant les artistes et les arts pour dire combien le Québec, combien Montréal ont du swag, puis combien on a une qualité de vie, comment on aime cette ville et ce territoire, le Québec. Puis on oublie souvent que dans cette vitalité, qui inclut la vitalité économique, les arts jouent un grand rôle. Donc, j'espère qu'il y aura une cohérence de la part du gouvernement, puis qu'on trouvera une solution pour ne pas que tous ces gens, tous mes amis, tous mes collègues aient à rembourser cette part de la PCU qui est une aberration, qui serait une aberration. Donc, merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Merci Hugo, merci infiniment. Et vous connaissez bien ce milieu, ce secteur, donc c'est tellement important d'avoir votre présence ici aujourd'hui. Donc merci encore. Et maintenant, je vais présenter et premièrement, je vais remercier Hugo Tulip. Merci beaucoup, Hugo. Et puis, je remercie beaucoup Simon. Simon Pagé représente un groupe de soutien de la communauté culturelle québécoise. C'est un temps difficile pour ce secteur. Donc, un grand merci d'être ici, Simon. Et merci beaucoup de partager vos idées. Merci. Maintenant, je passe la parole à Simon Pagé. Alors, bonjour à tous. Je me présente Simon Pagé. Moi, je suis musicien et j'ai aussi un passé, en fait. J'ai travaillé 12 ans dans le domaine de l'actuariat. Donc, évidemment, ça me donne un certain point de vue quand c'est le temps d'analyser soit des projets de loi ou des programmes d'aide gouvernementaux, ce qui m'a permis, en fait, de contribuer de façon positive au groupe de soutien des travailleurs et travailleuses de la culture du Québec. Donc, ce groupe-là a été mis en place en mars en réponse à la crise qu'on allait vivre par un gars qui s'appelle Marco Pronovo. Lui avait senti qu'on avait besoin d'avoir une plateforme commune pour échanger, pour se supporter, en fait, entre nous. Et puis, lors de la mise en place de la PCU,
Un petit peu à notre insu, on s'est retrouvé à développer une certaine forme d'expertise quant aux critères d'admissibilité, surtout de la PCU, parce qu'on avait beaucoup de questions à ce sujet-là. Donc, j'aimerais mentionner qu'initialement, il y avait beaucoup de disparités entre les critères d'admissibilité et les réalités que vivent les travailleurs autonomes et les travailleurs de la culture. Et ce qui est intéressant, c'est que ces disparités-là ont rapidement été adressées par les différents ministères, parce que évidemment, il y a le ministère de l'Emploi qui gère ça, il y a aussi le ministère des Finances, donc ils travaillent ensemble pour gérer ces dossiers-là. Donc, si je pense par exemple aux critères d'admissibilité des revenus qu'on pouvait faire durant la période de prestation de 28 jours, initialement, il n'y en avait aucun qui était permis. Donc ça, c'était extrêmement problématique. Puis c'est devenu rapidement, on avait la permission de faire jusqu'à 1 000 $ de revenus durant cette période-là. Donc, en fait, on nous a prouvé à maintes reprises que c'était possible d'avoir une flexibilité, en fait, au sein de ces ministères-là pour s'adapter aux réalités des travailleurs autonomes. Et ça, on remercie, en fait, les différents ministères qui ont fait un travail exceptionnel à ce niveau-là et en un temps record. Par contre, je voudrais exposer pour vous c'est quoi les enjeux exactement qu'on vit en ce moment. C'est qu'il y a une missive qui a été envoyée par l'Agence de revenus du Canada. Et dans cette missive-là, il y a un tout petit mot qui met en péril beaucoup de gens et c'est le mot « revenu net ». Donc, cette missive-là est quand même relativement bon enfant. Elle explique que, selon leur dossier, il est possible que ces gens-là n'atteignent pas le revenu minimum de 5 000 $ annuel pour 2019 ou les 12 derniers mois qui précédaient les demandes que les gens faisaient pour la PCU. Mais j'aimerais préciser un peu ce critère de 5 000 $, en fait, à quoi il sert. C'est que initialement, la PCU a été un peu copiée du régime d'assurance-emploi. Et puis, comme vous le savez, les travailleurs autonomes sont pas couverts par le régime d'assurance-emploi, mais ça fonctionne avec des heures travaillées. Donc là, c'était complexe un peu d'établir est-ce qu'un travailleur est actif ou pas auparavant, avant de faire cette demande-là. Donc, ce qu'on a mis, c'est une espèce de balise à 5 000 $ pour dire est-ce que ce travailleur-là est actif ou pas actif pour faire cette demande-là. On s'entend que 5 000 $, c'est pas beaucoup d'argent, mais d'un point de vue d'un travailleur autonome, quand on admet des dépenses, c'est possible qu'on fasse moins que 5 000 $ de revenus nets. Je suis désolé, mais ça veut pas dire que ce travailleur-là n'était pas actif pour autant. Quelqu'un qui fait un revenu de 20 000 $, mais qui, pour une année X, a 17 000 $ de dépenses, je vous donne un exemple, c'est pas normal qu'on considère que c'est pas un travailleur actif pour autant. Cette personne-là fait rouler l'économie, travaille à temps plein, a toutes sortes de projets. Puis tout à coup, on lui dit « Ah, désolé, vous n'êtes pas un travailleur actif, donc vous n'êtes pas admissible. » Ça, c'est un petit peu problématique. Là, j'aimerais un petit peu aussi te parler de ce que j'ai fait par rapport à ça, de façon tout à fait autonome. Donc, je me suis fait contacter par Le Devoir. Il y a eu un article qui a été publié. Ce sujet-là est beaucoup traité dans le Rest of Canada, en fait, mais pas beaucoup au Québec. Donc, c'est intéressant que le NPD nous permette de s'exprimer un peu plus sur ce sujet-là au Québec parce que c'est extrêmement urgent d'adresser cette situation-là. J'ai un commissaire à l'assurance-emploi qui m'a contacté. J'ai eu une discussion super intéressante avec lui. Lui a fait des démarches auprès des deux ministères, c'est-à-dire le ministère des Finances et le ministère de l'Emploi, pour avoir leur son de cloche là-dessus. Et ces gens-là sont très réfractaires à changer quoi que ce soit au niveau des règles administratives en disant, écoutez, c'était clair depuis le début. Puis là, il y a comme un establishment fiscal là, qui dit, ben voyons, c'est toujours le revenu net qu'on considère, qu'on traite avec l'ARC. Mais si on se base sur comment je vous ai exposé le concept de savoir que c'est une variable booléenne qui sert à établir si le travailleur était actif ou pas, à ce moment-là, ça fait pas de sens d'utiliser le revenu brut pour considérer l'admissibilité à la PCU. Donc, c'est un petit peu dommage qu'on ait cette rigidité-là. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que le ministère de l'Emploi considère que c'est une lettre éducative qui a été envoyée. J'aimerais vous rappeler que les chiffres les plus récents que j'ai obtenus, c'est que la première vague de lettres, le 3 décembre, c'était 213 000 lettres. Puis la deuxième vague de lettres, 441 000 lettres. Là, il y en a qui l'ont reçu en double, mais grosso modo, il y a comme plus que 500 000 personnes qui ont reçu cette lettre-là. Là, évidemment, on ne sait pas trop les chiffres exacts, mais c'est certain qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont être affectées par cette demande de remboursement-là. Puis malgré
Puis je remercie le NPD de militer pour que ça se règle le plus rapidement possible. Il faut absolument que Justin Trudeau intervienne dans ce dossier-là. Merci. Merci beaucoup, Simon. C'était tellement compréhensible et complet. Merci beaucoup pour cette explication. Et maintenant, je vais présenter notre dernier présentateur. Et je veux remercier Valérie Saunier beaucoup parce que ça prend beaucoup de courage pour partager une histoire personnelle. Et Valérie représente exactement le problème. Et quand vous allez écouter son histoire, vous allez voir exactement pourquoi on milite pour les gens comme Valérie. Donc, un grand merci encore, Valérie. Valérie est une chanteuse et choriste professionnelle et professeure de chant et vraiment une victime de l'erreur du gouvernement. Et je veux souligner ça, ce n'est pas une erreur que les travailleurs indépendants ou les artistes, ce n'est pas une erreur qu'ils ont fait, c'est vraiment dans notre avis une erreur que le gouvernement a fait et c'est exactement les gens qu'on a voulu aider, c'est les artistes, les travailleurs autonomes. Donc, merci beaucoup encore et je passe la parole à Valérie. Merci. Merci beaucoup. Puis je veux vraiment prendre le temps de remercier Simon Pagé aussi pour tout ce qu'il fait pour la communauté culturelle. Vraiment, depuis le début, c'est vraiment un pilier pour nous. Puis dès qu'on a des questions, c'était vraiment lui à qui on s'adressait. Puis il a vraiment beaucoup travaillé fort. Donc merci vraiment, Simon. Ben c'est ça. Donc moi, dans le fond, comme vous avez compris, j'ai reçu cette fameuse lettre. Ça, c'est sans vous dire que mon cœur a arrêté de battre pendant, je dirais, au moins 3-4 secondes. Ben, c'est ça. Quand j'ai reçu la lettre, évidemment, l'incompréhension, je comprenais pas du tout pourquoi il me réclamait ça, parce que moi, premièrement, quand on regardait les critères d'admissibilité à la PCU, c'était vraiment 5 000 $ de revenus. Puis en aucun cas, ça avait été spécifié si c'était brut, net, avant dépenses, après dépenses. Puis ça, c'était comme un peu un flou parce que avec mes collègues musiciens, mes autres collègues artistes, avec Simon, toutes les gens dans le fond qui étaient dans la même situation que moi, on se demandait, bon, est-ce que c'est après revenu, est-ce que c'est après dépenses, c'est quoi vraiment que ça veut dire? Parce que pour nous, les travailleurs autonomes, bon, c'est ça, on a quand même plusieurs types de revenus bruts nets après, avant dépenses. Puis moi, j'ai même aussi appelé un numéro de la COVID, là, dans le fond, un numéro de la PCU, en fait, excusez. Puis c'était pas vraiment plus clair pour les agents. Les réponses que j'avais, c'était si c'est écrit ça sur le site, c'était éligible, c'est 5 000 $ ou moins. Donc, tu sais, c'était un flou. Donc, moi, évidemment, avant chaque demande, bon, je relisais les critères et tout ça pour être certaine que j'étais admissible. Puis j'ai même eu la confirmation de mon comptable parce qu'avant de faire ma déclaration d'impôt que j'ai fait en mai, je me suis assurée, bon, pour reprendre les chiffres de Simon, si cette année j'ai fait par exemple 20 000 $, mais que j'ai eu beaucoup de dépenses puis que je dis 17 000 $ de dépenses, ça fait moins que 5 000 de mes revenus après dépenses. Puis mon comptable m'avait assuré, ben non, c'est sûr que c'est pas ça, ça ferait pas de sens. Comme Simon dit, ça veut pas dire que je suis pas une travailleuse inactive. Donc, ben voilà, c'est ça. C'est vraiment déroutant parce que vous comprendrez que je possède pas les milliers de dollars à rembourser puisque mon travail est en arrêt. Et puis, pour faire une petite liaison, c'est un peu le même problème en ce moment avec la PCRE parce que dans le fond, depuis qu'ils ont sorti la PCRE, c'est là que c'est devenu clair que c'était les revenus après dépenses. Puis ça, évidemment, ça a un méga impact, là, ça a une grosse différence sur ce qui est admissible ou pas. Puis moi, évidemment, j'étais pas admissible selon leurs nouveaux critères. Et puis, juste pour faire une petite histoire courte, moi, si je demandais la PCRE, il faudrait que j'arrête de travailler complètement pour y avoir accès selon leurs revenus. Mais évidemment, c'est une PCRE de relance économique. Donc, le but, c'est qu'on travaille. Puis, j'ai fait le choix, moi, de travailler, mais de pas recevoir ce montant-là et de faire moins de sous en travaillant qu'en restant à la maison et de recevoir la PCRE. Donc, il y a vraiment des problèmes de mal-compréhension de la réalité des travailleurs autonomes. Puis, pour la PCU, bien évidemment, c'est sûr que c'est complètement un non-sens. Là, si on regarde en ce moment sur le site Internet des critères d'admissibilité de la PCU, c'est même pas encore spécifié. Donc,
Voilà. Puis ben merci vraiment beaucoup pour cette plateforme-là. C'est tellement important de constater que je suis pas la seule dans cette situation-là. Ça enlève un énorme stress, puis de constater que ben en fait j'aurais pas un mauvais cadeau de Noël de rembourser des milliers de dollars. Ça serait bien le fun. Donc merci. Merci encore, Valérie. Merci infiniment encore. Comme j'ai dit, ça prend beaucoup de courage de présenter votre histoire personnelle et ça représente des milliers des autres gens qui sont dans une position exactement la même que la vôtre. Donc, merci beaucoup pour partager ça. Et je pense que c'est complètement quelque chose qui est injuste, que ce qui se passe, et on est là pour vous. Je veux aussi encore remercier Hugo Latulippe pour sa présentation et encore, comme Valérie a dit, Simon, parce que c'est vrai, Simon a vraiment aidé beaucoup de gens qui étaient complètement étonnés par cette lettre et vraiment aidé les gens à gérer cette crise. Donc, merci encore, Simon. Et maintenant, je vais passer la parole à Nina qui va gérer la prochaine part de notre agenda. Ça, c'est la période de questions des journalistes. Donc, merci encore tous les gens. Merci, mon chef adjoint Alexandre. Et maintenant, je passe la parole. Restez là. Et maintenant, je passe la parole à Nina qui va gérer la prochaine part de notre événement. Merci beaucoup, Jagmeet. Thank you, Jagmeet. Alors maintenant, nous allons prendre des questions des médias. We will now take questions from media. Une question de suivi. One question, one follow-up. If you have a question, please indicate your intention to ask a question in the chat box. Si vous avez une question, juste m'indiquer votre intention de poser une question dans la boîte de clavardage. Et puis, je vais vous demander de désactiver votre micro. I will ask you to unmute. If you are on a phone right now, si vous êtes au téléphone, I will have another part for you guys right after. I will tell you to deactivate your microphone so you can ask your question. I get that you cannot put information in the chat box. Donc, first question, I will ask Catherine Cullen from the CBC to unmute and go ahead and ask your question. Thank you, Nina, and good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Évidemment, c'est une question en anglais, je m'excuse. Mais I wanted to ask, Monsieur Boulerus had said, you know, we're having communications with Minister Qualtrough's office. I spoke to her yesterday for a piece that's up on CBC Online right now, and when I asked her about forgiveness, she said, there is not a conversation that is happening right now where we would forgive. No. So I just wonder if, whether it's Mr. Singh or Mr. Boulerus, one of you could talk about why you have optimism that the government is showing some flexibility on that when one of the ministers responsible for the file doesn't seem to be saying as much. Certainly. Thanks so much, Catherine. I'll start off, and then if Alexandre wants to add anything, he'll give me a little nod. I can see him on my screen here. So first off, our optimism is because this is wrong. What's happening is absolutely wrong, and it is very clear that independent workers, self-employed workers, artists applied for CERB, and at the time, it was more than just good faith. They applied following all the rules that they were aware of. And a journalist has archived the website, and at the time, there was no mention of net income or gross income. It was very clear that if you had $5,000, if you had earned at least $5,000, that you could apply. The Minister of Finance actually went on air at that time and said total income of $5,000, didn't mention net or gross. So really, we've got these workers who applied for help, who absolutely qualified based on the rules that they were aware of. And then after the fact, the government is now changing effectively the criteria by clarifying it. They're really just changing the criteria, and it is wrong to do so. So we're hoping with the pressure that we mount on the government, we can get them to back down on this. We're seeing some reports that for young people that are also faced with the same problem, that are faced with these clawbacks, that the Prime Minister might be reconsidering. We know the Prime Minister, Justin Trudeau, has the power to stop this right now. We're saying stop going after these artists, these self-employed workers, and instead go after the companies that we know made profits during the pandemic, took public money because they were saying that they are losing income, losing profits, and in fact made profits enough to pay back their dividends to their shareholders.
So that's what we're saying, that we want this government to do what's right and stop going after these artists and these workers, and instead go after those who can afford to do so. Alessandra, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Do you want to add anything? Yeah, just simply, I completely, of course, agree with what Jagmeet just said. And of course, the government will say they will not change their position until they change their position. And it's so unfair and unjust that they must change their position. And I just want to remind everybody that the NDP, we made the parliament adopt a motion last spring that everybody that in good faith applied for CERB should not be penalized after that if they were doing it in good faith and with good intentions. And it was the unanimity of the House of Commons. So the government must consider that. And I see Jagmeet nodding and reminding, it was your motion, Jagmeet, by the way. But and I think that they should see this problem and this problematic for tens of thousands of self-employed people and a lot of artists in that way, that it's not their fault. It's your criteria, and you change it with time, and people should not be penalized. We have good hope. It can be fixed really quickly, but it depends on the decision of the Liberal government right now. Thanks. So just to follow up, I guess sort of 2 points there. On the one hand, what I hear you saying is that it is the moral argument that gives you optimism, but I don't hear you saying that your conversations with the government have actually given you concrete indications that they are on the cusp of changing. It's your view of the picture. I was also, though, quite interested in what Mr. Singh said about his optimism that the government might budge on some of this. I presume that that's a reference to Jordan Press. I know he's on this news conference right now, but his reporting the quote from the Prime Minister where he says people don't worry about it was the quote from him. But I wondered if you could elaborate on your optimism on that specific issue too. Thank you. Yes, it's fair to say that right now we don't have any correspondences that give us any concrete evidence of optimism, but we believe this is the right thing to do. We're absolutely confident that these workers made the right decision to apply for help when they needed it. These are workers that needed the help, and we support them entirely. And so we really believe that this is a mistake that the government's making right now, and they're wrong to go after these workers, and they're wrong to go after students. And they could go after these companies instead. And I really want to highlight, there are 66 companies that we know that received $1 billion of public help because they said we were facing problems and we're losing revenue. And then they turned around in that same period of time and paid out dividends to the tune of $5 billion. So clearly, if you pay out a dividend, you're profitable. And if you're profitable, why are you getting help from the government? So we really want to make that contrast. This Liberal government should be going after those companies that were profitable, not workers that are struggling. And so, yes, it's the moral argument here. I'm hoping that we'll continue to apply pressure. And yes, I was referring to the article that you mentioned and the journals that you mentioned, that hopefully as we continue to mount pressure, Justin Trudeau can see that he made a mistake here, that it does not make sense to go after these folks that are the people that needed help. These are exactly who deserved help. And this is what we wanted the CERB to do, to help people who needed it. And it should not be clawed back now. Perfect. Just before I go to the next question, I just want to remind everyone, if you have a question, please indicate that you have a question in the chat box. Avant d'aller à la prochaine question, si vous avez une question, prière de me l'indiquer dans la boîte de clavardage pour qu'on puisse prendre votre question. Prochaine question, ça serait, je crois, Maxime Bertrand de Radio-Canada. Vous pouvez désactiver votre micro. D'accord. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. On a l'impression d'assister à un dialogue de sourds en ce moment parce que le gouvernement dit que ce critère de $5 000 a toujours existé. Pourquoi est-ce qu'on changerait maintenant? Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que vous semblez insister sur la bonne foi du gouvernement, sur un certain optimisme qui vous porte à croire qu'il va changer d'avis. Sur quoi vous basez-vous? Deux choses. Merci beaucoup pour la question. Un élément, c'est exactement ce que Alessandra Boulris a soulevé, à me rappeler, le fait qu'on a fait passer une motion dans la Chambre de communes. Et dans cette motion, on a dit que si quelqu'un fait une application de bonne foi,
on ne doit pas le pénaliser. Et c'est exactement cette motion qui a été adoptée par tous les gens dans la Chambre de communes. C'était notre motion pour défendre les gens qui font une application de bonne foi. Mais dans ce cas, si on évalue les critères à l'époque, quand quelqu'un a fait l'application, c'était clair qu'il n'y avait pas de clarité sur la question de revenus. C'était toujours, c'était $5,000. Et on est dans une pandémie, dans une situation où les gens ont perdu leur emploi. Dans une pandémie, ce n'est pas acceptable pour le gouvernement de dire « Oh, on est dans une pandémie, mais les mêmes règles qu'auparavant s'appliquent. » C'est au gouvernement de donner la clarité et ils n'ont pas fait ça. Et les gens ont fait une application de bonne foi. Plus de ça, ils ont suivi toutes les règles qui étaient publiées sur le site web. Donc, les gens ont fait exactement ce qu'ils doivent faire et les gens qui ont fait des applications dans ce cas, Valérie représente exactement les gens qu'on a voulu aider. Et c'est injuste que maintenant le gouvernement, après le fait, dit que non, maintenant vous devez rembourser. C'est complètement inacceptable. C'est aussi inacceptable qu'on a une autre partie des gens, des grandes entreprises, qui ont clairement n'ont pas besoin de l'aide publique, mais ils ont reçu une grande quantité d'argent public et ils ont fait des profits records dans quelques exemples, mais ils ont fait des profits, ils ont donné l'argent aux actionnaires. Donc, pourquoi le gouvernement ne demande pas demande-t-il aux gens, aux entreprises de rembourser l'argent qui était profitable? Donc, ça, c'est notre position. Et deuxièmement, on est toujours optimiste parce qu'on se bat pour les gens et on croit que les gens méritent un changement et le gouvernement libéral, Justin Trudeau, a le pouvoir de régler ça tout de suite avec une décision immédiate d'arrêter de demander le remboursement aux travailleurs autonomes. Il peut le faire tout de suite et c'est pourquoi on garde toujours l'optimisme parce que c'est simple de régler ce problème. Très bien, mais M. Singh, la notion de bonne foi est une notion hautement subjective. Alors, qu'est-ce qui va pousser le gouvernement à trancher et finalement pencher de votre côté à vous? Quelques éléments. Si on regarde les détails, à l'époque, il n'y a aucune mention de revenu brut, revenu net. Ce n'était pas mentionné. Donc, le gouvernement ne peut pas dire que c'était évidemment que c'était revenu net. Non, on est dans une pandémie. Ce n'est pas évidemment, ce n'est pas clair. Donc, et aussi, c'est le ministre des Finances. Il a dit que revenu en total. Il n'a pas utilisé les mots revenu net, revenu brut. Le ministre des Finances du Canada a dit que si quelqu'un gagne un revenu de $5,000 en total, donc vous pouvez faire l'application. Donc, c'est complètement injuste de faire ça maintenant. Et c'est plus injuste quand on a en même temps les grandes entreprises qui savent avec sans doute qu'ils ont fait des profits, mais ils ont demandé de l'aide publique, d'argent public. Donc, pourquoi le gouvernement libéral n'essaie pas de chercher l'argent des grandes entreprises qui ont fait des profits, qui sont dans une position de rembourser l'argent? Et c'est un autre exemple de comment c'est injuste ce que le gouvernement libéral fait. Une autre question, si vous me permettez, celle-là, Madame Saunier. Madame Saunier, combien vous réclame le gouvernement, si je peux me permettre cette question? Oui, bien en fait, dans ma situation, ça réclame la totalité de toutes les demandes de PCU que j'ai fait. Donc, qui équivaut, il y a eu 7 PCU, donc ça équivaut à 14 000 $. Donc, en fait, c'est ça, le gouvernement réclame 14 000 $, que je n'ai pas. Et pour compléter aussi un peu ce que Jagmeet disait, pour répondre à votre question aussi, en fait, c'est vraiment pas une question de moralité, de bien faire, c'est vraiment une question de qu'est-ce qui était écrit noir sur blanc sur leur site Internet, puis que c'était aucunement spécifié, comme Jagmeet le dit, puis après, dans la lettre, c'est spécifié revenu net après dépenses, puis c'est là l'énorme différence. Donc, en fond, c'est changer les règles du jeu
après la partie, puis déclarer un perdant après la partie. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui fait aucun sens. Merci beaucoup. On va aller à la prochaine question. We're going to go to the next question. Jordan Press with the Canadian Press. Good morning, everyone. Sorry, I'm going to be asking in English. But Mr. Singh, I wanted to just start with you, sir, just to clarify something. When you talk about the government making sure that they don't come after self-employed workers and artists who are who obviously received the CERB when they required it, are you saying that the government should just stop all collection forever, or are you suggesting that maybe they delay it almost like we do with student loans, where you can pay it off over a period of time when you are able to do so? No, not at all. I'm saying that these workers are exactly who we wanted to help. That these are the workers that are the goal of CERB was to help these workers. And it is the government's fault that it's not even their fault. They're changing the rules. I actually really like the way Valerie said it. They're changing the rules after the fact. They made it clear that this was to be interpreted as generously as possible. The finance minister said $5,000 in total. We had Liberal members of parliament saying, if you need it, apply for it. And we fought to bring this motion in that said, if someone applies in good faith, they should not be penalized. They should not be forced to reimburse. And now we have a situation where Valerie is exactly who we wanted to help. She is an artist, a singer. She teaches music. All of her work, the vast majority of her work as an artist, as a singer, it requires crowds, requires people coming together. She is specifically not able to do that work. So she naturally applied for help. She even checked with her accountant. I mean, she did everything that she could have. And on the website, it did not specify net or gross revenue. And we know that it is very easy. She could have not claimed certain expenses if this was going to be an issue. And accountants advise their clients, claim all your expenses. If you're an artist and you've got to claim the tools of your craft, this is completely legal. But she could have swallowed some of those costs if she knew that this is going to deny me the ability to get help that I need. And she could have said, okay, well, I won't write off one of the tools that I need to do my craft. I won't write off some of the legitimate write-offs that I'm able to do so that I can access this help. But that doesn't help if it's changed after the fact. If at the moment when she applied, none of this was clarified. This could have easily been said if the government had put it on the website at the time, very clearly we're talking about revenue net or any other clarification, then we'd be in a different situation. But it's not that. These workers applied given the information they had at the time, so they should be treated as anyone else who got served that needed it, and they should be treated just the way we intended this program to work. It's wrong what they're doing, and I'm not asking for a delay or more time to pay back. I'm saying these workers are not the problem. These are not the problem here. People who committed fraud are the problem. People who lied are the problem. People who cheated the system are the problem. And these big companies that took help but actually made a profit, they're the problem. Valerie's not the problem. Valerie's not who this government should be going after. And just as a follow-up then, sir, you just mentioned to my esteemed colleague, Catherine Cullen, that there's nothing, you don't have any correspondence at the moment that gives you some concrete evidence of optimism that the government is going to budge on this. And given the comments that the Prime Minister made to us at the Canadian Press yesterday during an interview, I'm curious what message then you would need to hear or you would expect to hear from this government, even if it is not going to say, we're not going to collect any of this money. What kind of message then do you need to hear from the Prime Minister or other cabinet ministers that would give you some optimism yourself, and maybe also provide what the Prime Minister said is making sure people don't have to worry if they have received these letters? What is it that you specifically would need to hear from them in the coming days? Well, Jordan, I want to go beyond just optimism. I want to hear the Prime Minister say we're going to stop doing this. I want to hear the Prime Minister say very clearly we're not going to force artists, self-employed workers to have to repay the CERB because of this technicality that they're making up now. I want the Prime Minister to stop what he's doing, issue a directive right away to say, CRA, do not go after these workers. Do not go after these artists. Do not go after young people that are vulnerable.
stop doing it right now. That's what I want to hear from the Prime Minister or any of the ministers. This is completely within the power of the Prime Minister to fix, and I'm calling on Justin Trudeau to fix this. It is wrong. Don't go after these workers. We need to support artists. We need to support culture, particularly in Quebec. This is so important. It's a part of protecting the French language. This is very essential. This culture and language are so tied together. So this is something that is vital, and we're asking on the government to stop doing what they're doing now. All right, thank you very much. I will make a last call for a last question. Dernier appel pour dernière question. Si vous avez une question, me l'indiquez dans la boîte de clavardage. If you have a question, just to indicate it for me in the chat box, please. I will count to 10 in my head. Nous avons une autre question de Maxime Bertrand de Radio-Canada. Dernière question. En fait, une question à deux tentacules, l'une pour M. Boulris, l'autre pour Mme Saulnier. Je vais commencer par Mme Saulnier. Mme Saulnier, est-ce que vous vous sentez flouée finalement dans toute cette démarche? Flouée, en fait, oui, dans le sens que je me sens... en fait, je me sens simplement juste qu'il y a tellement eu une grosse incompréhension. Puis là, un peu comme on a dit tantôt, les règles ont changé du jour au lendemain, puis je suis pénalisée sans m'y attendre. Donc oui, c'est floué, mais surtout très stressé, en fait, je vous dirais. Là, c'est quand même un gros montant qu'ils nous demandent de rembourser, puis c'est aucunement possible. Donc Merci. Monsieur Boulris, je vais revenir sur la question de l'optimisme que le NPD semble afficher par rapport au gouvernement et ses intentions de changer la donne. Je ne comprends pas d'où vous la tenez. Qu'est-ce qui vous porte à croire que les choses vont changer? Les derniers mois, puis Jack Mead peut en témoigner, nous ont montré à quel point les critères d'admissibilité, les programmes peuvent être variables puis changer assez rapidement. Simon en parlait, la PCU au départ, les pigistes ou les travailleurs autonomes qui avaient encore un contrat, un 200 $ par mois, un 400 $ par mois, n'étaient pas admissibles. On a fait changer ça pour l'augmenter à 1 000 $ de revenus de travail et quand même avoir accès à la PCU. On nous avait dit que c'était pas possible au départ. Ensuite de ça, on a dit les étudiants sont exclus de la PCU. Ils devraient avoir une PCU pour les étudiants. On nous a dit non, c'est pas possible. On a réussi à avoir une PCU pour les étudiants. On a demandé de l'aide spécifique pour les personnes en situation de handicap. Au début, on nous a dit c'est impossible, ça n'arrivera pas. On a obtenu un chèque de 600 $ pour les personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, les travailleurs essentiels qui étaient les demandeurs d'asile dans notre système de santé, on a dit ces gens-là devraient avoir la résidence permanente. On nous a dit ça ne sera pas possible, ça n'arrivera pas. Mais là, c'est pas parfait, mais on a un programme fédéral-provincial pour donner la résidence permanente à ces gens-là qui ont travaillé dans nos CHSLD puis dans nos hôpitaux. Donc, on a vu dans les derniers mois que c'est possible d'ajuster, d'améliorer, de bonifier les programmes qui sont imparfaits. Et cette fois-ci, on dit c'est tellement facile à régler comme problème, c'est tellement une technicalité bureaucratique qu'il s'agit d'un simple décret ou d'une ordonnance de la ministre pour que des dizaines de milliers de personnes soient couvertes, soient protégées, puis comme Valérie, ne doivent pas rembourser inutilement des montants astronomiques qui vont leur faire extrêmement mal. Donc, elle vient de là notre optimisme. C'est-à-dire qu'on l'a fait dans les derniers mois, on a réussi, puis on pense que cette fois-ci, on est encore capable de le faire. Merci beaucoup, Alexandre. Merci beaucoup, tout le monde. Jagmeet, je te repasse le micro pour la conclusion. Oui, merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci pour votre intérêt. C'est un enjeu tellement important. Encore, on va souligner notre demande. Avant de ça, je veux remercier encore Simon Pagé pour votre travail. Merci encore. Merci Valérie pour présenter votre histoire personnelle. Merci Hugo. Votre présence, ça nous donne du courage aussi. Merci Alexandre Boulris, mon chef adjoint. Et oui, encore, je veux souligner notre demande. Notre demande, ce n'est pas de faire attendre les demandes, de rembourser l'argent. On veut arrêter tout de suite cette demande de rembourser l'argent. Les gens comme Valérie ne doivent pas être ciblés. Les gens comme Valérie sont exactement les gens qu'on a voulu aider. Donc, on demande au gouvernement libéral, au Justin Trudeau, d'arrêter de pénaliser, arrêter de forcer les gens comme Valérie de rembourser l'argent
et au lieu de cibler les travailleurs autonomes, cibler les grandes entreprises qui ont fait des profits, qui ont pris l'argent public et qui ont après pris l'argent public, ils ont fait des profits. C'est eux qui doivent rembourser l'argent et c'est complètement juste de faire ça. Si quelqu'un fait de fraude, oui, poursuivre les gens qui ont fait de fraude, mais ces travailleurs autonomes ne doivent pas être ciblés. C'est exactement les gens qu'on a voulu aider, particulier au Québec. La culture est tellement importante. Les gens qui travaillent dans le domaine culturel sont les gens qu'on doit aider à ce moment parce que c'est difficile de joindre les deux bouts quand on ne peut pas avoir des gens où on fait notre travail comme artiste. Donc, c'est exactement les gens qu'on veut aider, les gens qu'on doit aider et on demande au gouvernement d'arrêter de faire forcer les gens de rembourser l'argent qui étaient les gens qui ont suivi toutes les règles, fait exactement ce qu'ils doivent faire et on demande au gouvernement d'arrêter tout de suite. Merci. Thank you so much.